Bonjour, avec Synapsic, aujourd'hui je vous propose le terme enseignement. Étymologiquement, enseignement vient du mot latin insignar qui signifie marquer d'un signe ou distinguer. Ce mot est dérivé du verbe enseigner qui désigne une pratique mise en œuvre par un enseignant visant à transmettre les connaissances, les compétences, c'est-à-dire savoir, savoir-faire, savoir-être, à un apprenant, soit élève ou bien étudiant, ou tout autre public dans le cadre d'une institution éducative. L'enseignement est une branche de l'organisation scolaire lorsqu'on parle de l'enseignement primaire, moyen ou supérieur. L'enseignement aussi est une profession de celui qui enseigne. Donc, généralement, l'enseignement est l'ensemble des actes de communication, de prise de décision mis en œuvre intentionnellement par une personne ou un groupe dans des situations pédagogiques. Et généralement, on ne doit pas le confondre avec l'éducation. Cette dernière est plus générale, dont l'enseignement est inclus. On passe maintenant à l'histoire de l'enseignement. Personne ne peut nier que tout au long de l'histoire, les sociétés misent en œuvre différents moyens pour assurer l'enseignement de leurs membres et pour favoriser le passage d'un certain nombre de valeurs culturelles entre générations. Les premiers systèmes d'enseignement connus se développèrent dans les civilisations indiennes et égyptiennes à partir du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Ces sociétés réservaient l'enseignement intellectuel aux membres des castes élevées et aux autorités religieuses. En Égypte, par exemple, l'apprentissage des idéogrammes et des textes sacrés a conduit l'administration égyptienne à former un corps de scribes spécialisés dans l'écriture et le déchiffrement. Depuis l'enfance, il consistait à mémoriser un grand nombre de signes. Cependant, en Chine, comme en Inde ou en Égypte, très peu d'élèves fréquentèrent une classe instruite. L'enseignement était adopté en Grèce et à Rome depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ. L'alphabet phonétique d'origine phénicienne a établi une institution pour un nouveau type d'enseignement ouvert au plus grand nombre. Dans les écoles, les professeurs enseignèrent la lecture et l'écriture selon une méthode qui devait demeurer inchangée au moins jusqu'au 19e siècle. Elle consistait à travailler d'abord la mémorisation de l'alphabet, puis la combinaison des syllabes simples pour aboutir au déchiffrement des mots et enfin à la lecture des textes. Le siècle des Lumières a été l'une des périodes temporelles les plus importantes de l'histoire de l'enseignement et de la culture, car il connaissait beaucoup des influenceurs dans diverses disciplines scientifiques, littéraires et philosophiques qui ont fait une grande révolution pour l'accès illimité des individus. Au monde arabe, et surtout après l'islam, l'enseignement a été souvent sous forme de petits groupes circulaires, ce qu'on appelle halaqa, autour d'un enseignant qui s'appelait cheikh. Après ça, a devenu des écoles coraniques qui s'appelaient Al-Kuttab ou les Msid. Et après la colonisation, qui a mis le monde arabe dans une obligation de construire et ouvrir des institutions formelles de l'enseignement gratuit, ce dernier a devenu plus accessible. On ne peut pas parler d'enseignement sans aborder ces éléments. On commence par l'enseignant, une personne chargée de transmettre des connaissances ou méthodes de raisonnement à l'autrui dans le cadre d'une formation générale ou d'une formation spécifique à une matière, un domaine ou une discipline scolaire. Et il doit avoir les compétences pédagogiques pour devenir un agent effectif du processus d'apprentissage. On prend aussi l'apprenant, personne qui reçoit ou suit l'enseignement d'un maître dans un art ou une science ou d'un précepteur. Le rôle de l'apprenant consiste essentiellement à suivre le mieux possible les directives des intervenants. Il s'engage alors avec application et s'attend à ce que son professeur évalue ses réponses et lui dit ce qu'il doit corriger. On prend aussi le savoir,
Le savoir est défini habituellement comme un ensemble de connaissances ou d'aptitudes reproductibles acquises par l'étude ou l'expérience. On a aussi des éléments auxiliaires. Et quand on parle des éléments auxiliaires, ça peut être un cadre humain, comme ça peut être du matériel. Le personnel, c'est tout membre qui facilite la tâche, comme les agents d'administration, les aides, les femmes de ménage, l'agent de sécurité. Et pour le matériel aussi, nous avons tant des outils qui servent à acquérir notre objectif. On commence par le fameux tableau noir avec qui on a tous passé une enfance inoubliable. Actuellement, il y a le blanc avec le feutre, mais ou bien le numérique qui n'est pas encore très utilisé au Maroc. Il y a les manuels, les ordinateurs. Avec la technologie actuelle, nous utilisons le monde virtuel, les applications et d'autres plateformes. Et à la fin, on a l'élément environnement, qui est l'école, qui joue un rôle crucial pour enseigner et affirmer le confort psychique. L'environnement scolaire est un facteur déterminant dans le développement des rôles et identités, dans leur sanction et leur consolidation. Les trois premiers éléments, qui sont l'enseignant, l'apprenant, le savoir, nous forment le triangle pédagogique. C'est un fameux triangle de John Hussey, publié en 1988. John Hussey, c'est un chercheur, enseignant-chercheur, qui a défini tout acte pédagogique comme l'espace entre les trois sommets d'un triangle. Le savoir qui est le contenu et l'enseignant qui fait vivre le savoir et qui permet aux apprenants d'accéder au savoir. Dans cette théorie, les côtés de ce triangle sont les relations nécessaires à des actes pédagogiques qu'on appelle processus. Si la relation existe entre le savoir et l'enseignant, dans ce cas, on est dans le processus enseigné, dans une dimension didactique très forte qui rend le savoir savant à un savoir enseigné, bien organisé. Si la relation existe maintenant entre l'enseignant et l'apprenant, dans ce cas, on est sur le processus formé dans dimension pédagogique. Enfin, si on prend la relation savoir-apprenant, on est sur le processus apprendre, c'est-à-dire dans une réelle dimension constructiviste, où l'apprenant est acteur de son apprentissage. L'intérêt de cette théorie est de bien comprendre comment se construit un acte pédagogique autour des trois processus et combine les trois éléments. Et au cours d'une séance de formation, il faut élaborer les trois processus et que à l'enseignant de trouver l'équilibre à l'intérieur de chaque processus. Marguerite Altet, une pédagogue française, disait « Enseignement et apprentissage forment un couple indissociable. Car si les enseignants enseignent, ce sont les élèves qui apprennent. Cela me pousse à vous présenter quelques théories, bien sûr d'une façon générale et bref. Surtout de vous parler de couple enseigner-apprendre. Je vais commencer par le behaviorisme. Dans cette théorie, le verbe enseigner signifie stimuler, créer, renforcer et ajuster des comportements observables. Et le fait d'apprendre, c'est associer par conditionnement une récompense à une réponse positive spécifique et bien sûr renforcer ou ajuster la réponse négative. Par exemple, les exercices des mathématiques ou bien les programmes d'auto-formation assistés par un ordinateur. Ensuite, on passe au constructivisme. Dans cette théorie, le verbe enseigner signifie offrir des situations de problèmes qui permettent de présenter des représentations adéquates du monde. Par contre, le verbe apprendre, c'est construire et organiser les connaissances par l'action propre de l'apprenant. Par exemple, apprentissage par problème ou étude de cas. La théorie socio-constructiviste, presque la même chose, sauf la construction de l'information se fait en groupe et en des échanges entre les apprenants avec le dialogue, par exemple, apprentissage par des projets de discussion, exercices et les travaux en groupe. Pour la théorie cognitiviste, le verbe enseigner, c'est présenter l'information de façon structurée, bien détaillée. Et en contrepartie, le fait d'apprendre signifie traiter et emmagasiner de nouvelles informations d'une façon organisée. À titre d'exemple, ce cours magistral.
Bien sûr, à fur et à mesure de notre formation dans Synapsic, on va bien détailler ces théories et que ces diversités poussent chaque enseignant à bien maîtriser son savoir et connaître toutes les méthodes adéquates pour la transmission du savoir. On passe maintenant aux compétences d'un enseignant. L'enseignant est d'abord en relation avec ses élèves. Il prépare pour eux des situations d'apprentissage, les met en œuvre, les anime et évalue ce que les élèves ont appris. Il ajuste son enseignement si nécessaire. L'enseignant crée un climat propice à l'apprentissage détendu, mais stimulant, dans lequel chacun se sent en sécurité. L'enseignant ne se limite pas à la classe. Il continue constamment à se former, s'informer, échanger avec d'autres professionnels pour maintenir un niveau important d'expertise dans le contenu et les méthodes d'enseignement. L'enseignant n'a pas un simple exécutant, il porte un regard critique sur le savoir enseigné, ce qui lui permet d'ajuster, d'imaginer des nouvelles approches et innover la manière d'enseigner. L'enseignant n'agit pas seul en classe, il est en perpétuelle collaboration avec ses collègues. Il sait travailler, c'est-à-dire en groupe. Il crée également des relations de partenariat avec les familles des élèves de l'école ainsi qu'avec les associations, d'autres institutions. Toute son action s'effectue dans un cadre éthique comme le respect. La communication est au cours de l'ensemble de ses actes avec ses élèves, qu'avec ses collègues, les parents et l'extérieur. Il existe plusieurs modes de l'enseignement. Donc, l'enseignement dans la situation actuelle nous a obligés à adopter un nouveau mode à distance, le EAD, même si qu'il est plus pratique et plus flexible vu qu'il permet de mieux s'organiser entre le temps consacré aux études et la vie personnelle, mais les inconvénients sont plus submergés quand on parle d'interaction, de problèmes de santé et aussi l'engagement, c'est-à-dire des problèmes d'autodiscipline. Par contre, au présentiel, il y a plus de chaleur, plus de feeling entre l'enseignant et les élèves et entre les élèves eux-mêmes, sans parler du bon pédagogue qui ne peut montrer son talent qu'au présentiel. Là, le troisième mode, c'est le hybride. Pour la définition, blended learning ou l'apprentissage hybride est une combinaison ouverte d'activités d'apprentissage offertes en présence, en temps réel et à distance, en mode synchrone ou asynchrone. Il ne s'agit donc pas de choisir entre présentiel et distanciel, mais de bâtir un ou plusieurs modèles d'enseignement hybride planifiés et outillés, profitant des avantages des deux modes et des opportunités technologiques possibles. Et on finit cette vidéo par le parcours d'un élève marocain. Après l'âge de 2 ans, le couple marocain commence à penser à l'avenir de leurs enfants. La tendance actuellement, c'est le secteur privé puisqu'il assure plus de confort pour les travaillants. Ça commence alors par le jardin d'enfants, la crèche, la maternelle, avant de passer au sérieux. C'est le primaire, soit privé, soit public, un chemin de 6 ans où l'enfant est obligé d'apprendre, de tester ce qu'il a appris et réussir à la fin. Après, c'est le collège. 3 ans d'un nouveau mode d'enseignement réparti sur plusieurs professeurs et plusieurs matières. Ensuite, le lycée, aussi la même chose. La seule différence, c'est le choix de la filière étudiée entre scientifique, littéraire ou économique. Après le bac, c'est le nouveau monde extérieur plus élevé. Nous sommes des étudiants plus autonomes, soit au niveau personnel ou éducatif. Mais toujours, les bons choix comptent beaucoup pour la réalisation des rêves. Et d'après Platon, la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Merci de votre attention et à la prochaine.